sans devenir prisonnier, dit elle. Et comment garder le cœur léger quand le monde insiste pour le rendre lourd? Luong eut un petit rire, enfin. Alors vous êtes deux maintenant. Deux gardiens. Ça fait 2 fois plus de problèmes. Mais aussi 2 fois plus de lits à préparer. Nguyen posa le registre devant eux. Elle l'ouvrit à une page blanche, une des rares pages encore vierges. Elle sortit un crayon simple, sans marque, et écrivit calmement une phrase en français, sans formule, sans symbole. La première règle du temps est la gentillesse. BNG la lut. Il hocha la tête. Et la deuxième, dit Luong, c'est de fermer la porte après être entré. Nguyen sourit, puis prit une décision. Nous ne resterons pas ici, dit elle. Nous allons bouger la collection. Pas pour fuir. Pour protéger. Et nous allons le faire comme des bibliothécaires. Avec méthode. Elle se leva, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose de plus vaste que la peur. Une direction. Chapitrix exine la ville comme une bibliothèque. Ils sortirent du sous-sol en silence, non pas comme des fugitifs, mais comme des lecteurs qui quittent une salle de lecture après la fermeture, avec ce respect instinctif pour la nuit. Luong connaissait les couloirs, les angles, les marches qui grincent et celles qui ne grincent pas. BNG portait 2 volumes contre sa poitrine, comme on porte des enfants endormis. Nguyen portait le registre et la seconde Unite, ainsi que cet album épais qui avait déjà servi de cachette à un objet impossible. Le plan était simple, donc fragile. Il devait mettre la collection à l'abri temporairement, le temps de comprendre comment sceller la recherche des chronos sans sceller leur propre futur. Luong proposa un endroit. Il y a une petite piste, dit-il, derrière la réserve des cartes. On l'appelle la piste des chaises cassées. Personne ne va là-bas. Même les rats sont polis, il n'y entre pas. Nguyen ne put pas s'empêcher de répondre. Les rats ne sont pas polis. Ils sont pragmatiques. Luong acquiesça. Comme les bibliothécaires. Ils déposèrent les volumes dans la piste des chaises cassées, sous une bâche de toile. Nguyen prit soin de noter mentalement l'emplacement. Elle se fit la promesse d'écrire plus tard un vrai inventaire, parce que même dans une guerre temporelle, perdre un livre est une honte personnelle. Ensuite, ils montèrent dans la salle de lecture. Et l'horloge était là, immense, presque vivante. Le balancier bougeait à peine, comme un cœur fatigue qui reprend lentement. Nguyen posa la main sur le bois. « Elle nous écoute, murmura-t-elle. BNG demanda. « Vous parlez de l'horloge comme d'une personne. » Nguyen sourit. « Peut-être que je parle de tout comme d'un livre. C'est un défaut professionnel. » Luong regarda le balancier avec une révérence superstitieuse. « Moi je dis que si elle sonne, on travaille. Si elle ne sonne pas, on dort. C'est la philosophie du gardien. » Nguyen se tourna vers BNG. « Et vous, quelle est votre philosophie? » BNG hésita, puis dit. « Je croyais que je n'en avais pas. Je vendais du œuf. Je pensais que le monde était trop grand. Maintenant je vois que le monde est grand, mais qu'il tient dans une main, si on sait quoi tenir. » Nguyen sentit un petit frisson. Il parlait comme quelqu'un qui a compris une leçon sans avoir eu besoin d'un professeur. Et ça la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle changea de sujet, pour se protéger elle-même. « Nous devons comprendre comment ils sont arrivés ici, dit-elle. Et comment ils comptent repartir. Si nous comprenons leur méthode, nous pourrons la rendre inutile. » Luong leva un doigt. « Je peux vous dire une chose. Ils ont demande après vous. Ils ont demande après un livre. Ils ne savaient pas tout. Ils devinaient. » Nguyen hocha la tête. « Donc ils n'ont pas le registre. Ils ont une partie de la fréquence. Ils chassent une idée. » BNG regarda la grande salle, puis demanda. « Et si nous faisions comme dans le œuf, quand on ne veut pas que le parfum sorte on ferme le couvercle? » Nguyen le regarda, surprise. « Expliquez. » BNG prit une inspiration.
Dans mon commerce, certains voleurs ne volent pas le œuf. Ils volent l'odeur. Ils veulent savoir quelle feuille vous vendez. Alors un changer odeur. On met une feuille commune sur le dessus et la bonne feuille dessous. Celui qui sent croit tout comprendre. Mais il se trompe. Guyet resta immobile, puis un sourire lent apparut. Vous venez de décrire un leurre de catalogage, dit-elle. Une fausse cote. Un faux fond. Vous êtes un archiviste sans le savoir. Luang murmura. Je le savais. Tous les vendeurs de œufs sont des bibliothécaires en secret. Guyet eut un petit rire. Ce rire était une victoire. Parce que rire, c'était refuser la tyrannie du drame. Alors faisons un leurre, dit-elle. Nous allons leur donner une piste, mais une piste qui les occupe. Une piste qui les éloigne de BNG et qui leur apprend quelque chose. Oui, même eux? BNG demanda. Vous voulez les éduquer. Guyet haussa les épaules. J'y ai toujours préféré les bibliothèques aux prisons. Ils se mirent au travail. Pas avec des armes, mais avec des objets. Des papiers. Des rubans. De la colle. Et surtout avec la connaissance de Guyet des habitudes humaines. Elle prit un vieux dossier, un registre banal, et elle y glissa une page copiée à la main, une fausse page, écrite avec une calligraphie, un sourire de reconnaissance qui traversait les edges. Il lui dit qu'il savait qu'elle reviendrait, car le temps ne peut pas séparer ceux qui partagent une mission noble. Guyet s'approcha de lui et lui expliqua qu'elle devait reprendre le badge pour assurer la stabilité des deux époques. Elle lui donna en échange un petit souvenir de son temps, un simple ruban de soie, pour qu'il sache que tout ce qu'il faisait avait une importance immense pour le futur. Luang accepta l'échange avec une dignité exemplaire. Il lui remit le badge et lui dit de partir vite, car les patrouilles approchaient. Guyet reprit le badge, sentant son énergie vibrer contre ses doigts. Elle se retourna vers la porte, mais au moment de franchir le seuil, elle vit une petite fille qui courait dans la rue. Cette petite fille lui ressemblait étrangement. C'était sa grand-mère, Ang, enfant. Guyet comprit alors que le temps n'était pas seulement un cercle, c'était un lien de sang et d'amour. Elle sourit à l'enfant, qui s'arrêta un instant pour la regarder avant de continuer sa course vers l'avenir. Guyet franchit la porte et se retrouva dans son propre monde. Le mur se referma définitivement cette fois, devenant un bloc de pierre inerte. Elle avait réussi. Elle avait rendu l'unité au présent et garde le secret du passe. Elle sortit de la bibliothèque, le badge de Lotus et le diapason dans sa poche. Le ciel de Hanoï était illuminé par les lumières de la ville moderne, mais elle savait maintenant que sous cette lumière, le cœur de l'histoire continuait de battre, calme et éternel. Chapitre 4 – Les héritiers de la lumière. Le lendemain de son retour définitif, Guyet se rendit à l'atelier du professeur avec une sensation de légère gravité mélangée à une immense paix. Elle tenait le badge de Lotus dans sa main, l'objet qui avait traversé cette décennie pour revenir à sa source. Le professeur l'attendait avec une bouilloire fumante et une pile de vieux documents qu'il avait sortis de ses propres archives personnelles. Il ne fut pas surpris de la réussite de Guyet. Pour lui, l'ordre des choses avait simplement repris son cours normal. Ils passèrent la matinée à analyser le badge avec des instruments de précision. Sous la loupe binoculaire, des gravures minuscules apparurent, invisibles à l'œil nu. C'étaient des noms, des centaines de noms écrits en caractères anciens. Le professeur en expliqua que ces noms appartenaient aux gardiens qui, avant eux, avaient veillé sur la porte numéro 7. Chaque nom représentait une vie consacrée à la protection de la vérité. Guyet chercha le nom de sa grand-mère et finit par le trouver, grave avec une finesse extrême près de la tige du lotus. Elle comprit alors que cet objet n'était pas seulement une clé, mais un testament vivant. Ils discutèrent ensuite de l'avenir. La porte était fermée, mais la connaissance qu'il possédait restait une responsabilité immense. Le professeur proposa de créer une fondation discrète, sous le couvert d'une association de bibliophiles, pour continuer à étudier les documents du docteur Locke sans jamais révéler l'existence de la porte elle-même. Il voulait que les leçons apprises du passe servent à éduquer les jeunes générations sur l'importance de la paix et de la tolérance.
Guyet accepta avec enthousiasme. Elle sentait que sa carrière de bibliothécaire prenait une dimension nouvelle. Elle ne serait plus seulement celle qui classe les livres, mais celle qui veille sur l'esprit des livres. Elle pensa à M. Luang en 1954, se demandant ce qu'il était devenu après son départ. Le professeur lui assura que dans le grand tissage du temps, aucun acte de bonté n'est jamais perdu. Quelques semaines plus tard, Guyet fut nommé responsable du nouveau département de recherche historique de la Bibliothèque nationale. Son premier projet fut une exposition intitulée Les Voix du silence, consacrée aux héros anonymes de la période de transition de 1954. Elle utilisa les informations contenues dans le registre pour mettre en lumière des histoires de solidarité et de courage qui avaient été oubliées par les manuels officiels. L'exposition fut un immense succès. Des milliers de personnes vinrent découvrir ces récits émouvants. Parmi les visiteurs, Guyet remarqua souvent des jeunes gens qui restaient de longues minutes devant les photos de l'époque, le regard pensif. Elle se disait que peut-être, parmi eux, se trouvait le prochain gardien de la lumière. Un soir, alors qu'elle fermait la salle d'exposition, un vieil homme s'approcha d'elle. Il tenait à la main un petit ruban de soie use, de la même couleur que celui qu'elle avait donné à Luang. Il lui dit simplement merci avec un sourire qui lui rappela étrangement celui du gardien de nuit. Sans dire un mot de plus, il s'éloigna dans la pénombre du couloir. Guyet resta immobile, le cœur battant. Elle comprit que le lien n'avait jamais été rompu. Le passé, le présent et le futur ne faisaient qu'un dans le grand fleuve de la vie. Elle retourna dans son bureau, prit son carnet et écrivit la dernière phrase de son rapport. « Le temps ne nous appartient pas, nous appartenons au temps, et notre seule mission est d'y laisser une trace de lumière. » La Bibliothèque nationale était maintenant plongée dans l'obscurité, mais pour Guyet, elle n'avait jamais été aussi lumineuse. Elle savait que chaque livre sur les étagères contenait une étincelle d'éternité. Elle rangea ses affaires, éteignit la lumière et sortit dans la nuit de Hanoï. La ville bruissait de vie, de rêve et d'espoir. Guyet marchait d'un pas léger, prête à affronter demain avec la force de 1000 ans d'histoire derrière elle. Elle s'arrêta un instant devant la grande horloge à balancier. Elle n'attendait plus la 7e sonnerie pour que la magie opérât. La magie était partout, dans chaque rencontre, dans chaque geste de partage, dans chaque mot de vérité. Elle sourit aux étoiles et continua son chemin, une femme de silence devenue une femme de transmission, portant en elle le secret de la 7e sonnerie pour toujours. Chapitre 5 – L'harmonie du savoir. Les années passèrent comme les pages d'un livre précieux, doucement et avec une richesse croissante. Guyet avait maintenant 42 ans. Elle n'était plus la bibliothécaire solitaire qui se cachait dans le silence du sous-sol. Elle était devenue une figure respectée, une mentor pour les nouveaux archivistes et une voix influente dans le monde de la préservation culturelle. Son travail avec le professeur Han, bien que discret, avait porté ses fruits au-delà de leurs espérances. La fondation qu'ils avaient créée était devenue un lieu de rencontre pour les esprits curieux. On y enseignait non seulement l'histoire, mais aussi l'éthique de l'information. Guyet insistait toujours sur un point, savoir quelque chose est un don, mais savoir quand le partager est une sagesse. Elle utilisait souvent l'exemple du docteur Locke pour expliquer comment certains savoirs demandent une maturité que le monde n'a pas toujours. Un matin de printemps, alors que les fleurs de cerisier commençaient à tomber dans les rues de Hanoï, Guyet reçut une lettre étrange. Elle était cachetée avec de la cire ancienne, portant le sceau de la bibliothèque tel qu'il était il y a 50 ans. À l'intérieur se trouvait une simple adresse et une date, le 10 octobre de l'année en cours. Le professeur en était alors très âgé, mais son esprit était toujours aussi vif. Lorsqu'elle lui montra la lettre, il sourit de ce sourire malicieux qu'elle connaissait si bien. Il lui expliqua que le cycle du temps demandait parfois une dernière vérification, un dernier hommage. Il lui demanda de se rendre à cette adresse seule, car c'était une partie de son propre voyage qu'elle devait achever. Le 10 octobre arriva. Guyet se rendit dans une petite ruelle près du vieux quartier. L'adresse correspondait à une ancienne maison de thé qui semblait suspendue dans le temps. En entrant, elle fut accueillie par l'odeur familière du jasmin et du vieux bois. Au fond de la salle, assise à une table en bois de rose, se trouvait une femme dont les traits lui rappelaient quelqu'un de très cher.
C'était la petite fille de Monsieur Luang. Elle avait à porte avec elle un petit coffret en bois. Elle expliqua à Nguyen que son grand-père lui avait confié ce coffret avant de mourir, avec l'instruction de ne le remettre qu'à une femme nommée Nguyen, qui viendrait à cette adresse précise, de nombreuses années plus tard. Luang avait passé sa vie à attendre ce moment, gardant le secret avec une loyauté sans faille. Nguyen ouvrit le coffret avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les plans originaux du docteur Locke pour la machine acoustique, mais aussi une lettre personnelle de Luang. Il y racontait sa vie après leur rencontre, comment il était devenu un instituteur dans un petit village, enseignant aux enfants la valeur de la patience et de l'espoir. Il lui disait que la courte rencontre qu'ils avaient eue avait changé sa perception du monde, lui donnant la certitude que l'avenir serait beau tant qu'il y aurait des personnes comme elle pour veiller sur lui. Nguyen comprit alors que la mission de la porte numéro 7 était bien plus grande que la simple protection de livres. Il s'agissait de créer des liens de confiance et d'amour à travers les Edges. Elle remercia la petite fille de Luang et promit de prendre soin de ses nouveaux documents. Elle sentit que la boucle était enfin bouclée. Elle retourna à la Bibliothèque nationale et monta pour la première fois depuis longtemps dans la salle de lecture principale. Elle regarda la grande horloge à balancier. Il était 18h55. Elle attendit dans le silence, mais ce n'était plus un silence de solitude. C'était un silence de plénitude. À 19h, la première sonnerie retentit. 1, 2, 3. Nguyen compta chaque coup avec une gratitude infinie. 4, 5, 6. Et enfin la 7e sonnerie. Le mur resta immobile, solide et gris. Il n'y avait plus besoin de passage secret. La porte était maintenant ouverte dans son cœur, et elle pouvait y entrer chaque fois qu'elle partageait une histoire, chaque fois qu'elle aidait un chercheur, chaque fois qu'elle protégeait une vérité. Elle quitta le bâtiment et s'arrêta un instant sur le perron. Elle regarda les lumières de la ville et se dit que chaque personne qu'elle croisait était un chapitre d'une immense histoire en cours d'écriture. Elle se sentait incroyablement chanceuse d'être une archiviste de la vie. Elle rentra chez elle, alluma une petite lampe et commença à écrire un livre pour enfants. Elle l'intitula La petite gardienne du temps. Elle voulait que les plus jeunes apprennent, eux aussi, que les plus grands secrets ne sont pas cachés derrière des murs de béton, mais dans la manière dont nous traitons notre passé et dont nous construisons notre avenir. Le silence de sa maison était doux. Elle posa sa plume, regarda par la fenêtre et murmura un merci silencieux à sa grand-mère, au professeur Han, au docteur Locke et à Monsieur Luang. Elle savait que même si elle vieillissait, même si le temps continuait sa course inexorable, l'harmonie du savoir et de l'amour resterait éternelle. Et c'était là, le vrai secret de la 7e sonnerie. Nguyen regardait le professeur avec une confiance mêlée de crainte. Elle comprenait que sa vie tranquille de bibliothécaire venait de basculer dans une dimension où le temps lui-même était une matière malléable. Le professeur en commença à rassembler des outils étranges, des fils de cuivre et des cadrans de mesure anciens. Il parlait tout en s'activant, expliquant que la physique du temps n'était pas une ligne droite mais un fleuve avec des remous et des courants contraires. La Bibliothèque nationale du Vietnam devint, dans l'esprit de Nguyen, un temple de secrets enfouis. Elle se souvenait de chaque jour passe à classer des livres, ne se doutant jamais que sous ses pieds se trouvait une déchirure dans la réalité. Le professeur en lui demanda de décrire avec une précision absolue chaque détail de sa rencontre avec M. Luang en 1954. Il voulait savoir si l'air était humide, si les étoiles étaient visibles, et même le timbre de la voix du gardien. Chaque petit détail était une coordonnée dans l'immensité de l'histoire. Nguyen se concentra, fermant les yeux pour revivre l'instant. Elle se revoyait sur l'épave, sentant la bruine sur son visage et l'odeur du charbon de bois. Elle raconta au professeur comment Luang l'avait regardée, avec une méfiance qui s'était transformée en une sorte de protection paternelle. Le professeur en hochait la tête, notant tout sur un grand tableau noir avec une craie qui grinçait de manière rythmée. Ils travaillèrent ainsi pendant des heures, ignorant la nuit qui s'épaississement sur le lac de l'Ouest. Le professeur expliqua que pour recréer l'unité perdue, ils devaient non seulement fabriquer un objet physique, mais aussi synchroniser leur propre état de conscience avec la vibration de l'époque ciblée.